Tout le monde te dira que l'Odyssée, c'est l'histoire d'un homme qui essaie de rentrer chez lui. Mais non. Voilà ce que c'est vraiment, 20 ans de parcours du combattant où chaque créature, chaque force et chaque être entre Troie et Ithaque a fait la queue pour empêcher un seul homme de franchir le seuil de sa propre maison. Certains voulaient le tuer. D'autres voulaient le transformer. D'autres voulaient lui faire oublier son propre nom. Et les plus dangereux de tous lui offraient le paradis, à condition qu'il arrête d'essayer. Je suis la muse. J'étais là, pour tout ça, et j'ai eu 3000 ans pour établir ce classement, alors c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Tous les monstres qu'Ulysse a affrontés, dans l'ordre, du premier au dernier. Je te dirai lesquels sont surestimés selon moi, lesquels les poètes ont honteusement oubliés, et lequel a fait un carnage dont personne ne parle. Et reste jusqu'au bout, parce que j'ai une opinion bien arrêtée et je la défendrai. Le pire monstre de tout le poème n'avait pas 6 têtes. Il avait un nom, une famille, et une excellente raison de le savoir déjà. Comptons-les. Le premier danger de tout le voyage n'a pas de croc, pas de griffes, pas d'armée. C'est une fleur. Et c'est peut-être le plus effrayant de la liste, et ce n'est pas une phrase que je lance à la légère. Après la tempête qui écarte la flotte de Troie, Ulysse jette l'ancre sur une côte inconnue et envoie 3 hommes en reconnaissance. Les habitants, les lotophages, les mangeurs de lotus ne les attaquent pas. Ils n'élèvent même pas la voix. Ils offrent seulement à manger. Une fleur de lotus. Et quiconque la mange oublie. Pas tout, c'est la partie astucieuse et horrible. Il oublie une seule chose précise, le foyer. Ithaque s'éteint dans sa tête. Les familles se dissolvent. Le désir même de partir s'évapore. Les 3 hommes veulent rester sur cette plage pour toujours, parfaitement sereins, sans nostalgie, sans hâte, sans une seule raison au monde de se relever. Ulysse doit les traîner de force jusqu'au navire. Et il pleure pendant qu'il le fait, non parce qu'on les emmène, mais parce qu'on les arrache à la fleur. Il les enchaîne sous les bancs de rameurs et repart avant que quelqu'un d'autre n'y goûte. Alors réfléchis à ce qu'est vraiment le premier monstre de l'Odyssée. Pas un géant, pas une bête. C'est l'oubli. C'est la paix qui n'est pas la paix, juste une absence, déguisée en contentement. Le désir d'arrêter de désirer. Et Ulysse l'a vaincu, mais seulement en arrachant ces hommes à quelque chose qu'ils avaient choisi. Vilaine petite fleur. Je la classe terrifiante. On continue. Le célèbre. Celui par lequel commence chaque version. Et mon avis professionnel, le plus surestimé comme monstre et le plus important comme faute. Parce que Polyphème ne ruine pas Ulysse par sa force. Il le ruine parce qu'Ulysse ne sait pas se taire. Le décor, tu le connais. Polyphème est un fils de Poséidon, dieu de la mer, maître de chaque route qu'Ulysse doit traverser pour entrer. Aveugler ce cyclope, ce n'est donc pas seulement battre un géant. C'est déclarer la guerre à l'océan lui-même. Retiens ça, c'est le moteur de toute l'intrigue. Ulysse emmène 12 hommes dans la caverne. Polyphème roule un énorme rocher devant l'entrée, allume le feu, repère les intrus, et en dévore 2 avant de dormir. Le lendemain matin, 2 de plus. Le soir, 2 de plus. 12 hommes entrent. Sex resortant. L'évasion est réellement géniale, je le lui accorde. Un pieu de bois d'olivier, taillé et durci au feu. Le vin le plus fort de la cale. Ulysse enivre le géant une coupe, puis une autre, et le géant s'effondre. Et le pieu incandescent s'enfonce dans cet unique œil. Quand les autres cyclopes entendent les hurlements et crient « Qui t'a fait ça ?» Polyphème répond avec le nom qu'Ulysse lui a donné « Personne ». Et il hausse les épaules et s'en vont. Si personne ne t'a fait de mal, c'est la volonté des dieux. Bonne nuit. Les hommes s'échappent accrochés sous le ventre des moutons. Impeccable. Et puis ils gâchent tout. Le navire déjà au large, en sécurité, et Ulysse ne peut pas résister. Il se dresse sur le pont et hurle son vrai nom vers l'île. Ulysse, fils de Laërte, d'Ithaque. Pour le mérite. Pour les applaudissements. Et Polyphème lève son visage aveugle et prie son papa Poséidon. Que cet homme ne rentre jamais chez lui, ou s'il le doit, qu'il arrive tard, seul, sur le navire d'un autre, et qu'il ne trouve que du malheur à l'attendre. Poseidon Ecote. Et cette malédiction est quasiment le résumé des 10 années suivantes. Ce n'est pas le cyclope qui a battu Ulysse. C'est son propre orgueil. À noter. Et voici celui qui me met en colère pour eux, parce que c'est l'épisode le plus meurtrier de toute l'Odyssée, et presque personne ne le connaît. Après le cyclope, la flotte atteint une côte avec un port parfait, une crique profonde, de hautes falaises des 2 côtés, une entrée étroite. Un abri parfait. 11 des 12 navires entrent tout droit et jettent l'ancre à l'intérieur, dans l'eau calme. Et voici la chose la plus intelligente qu'Ulysse fait de tout le poème. Lui, il n'entre pas. Il amarre son navire dehors, sur le rocher exposé, seul. Un instinct lui a dit qu'un port aussi parfait était trop beau pour être vrai. 3 hommes explorent l'intérieur. Ils croisent une jeune fille gigantesque qui puise de l'eau. Elle les emmène joyeusement chez son père Antiphatès, roi des Lestrygons, qui en dévore un sur-le-champ. Les 2 autres s'enfuient. Et alors les géants arrivent, tous, dévalant les falaises avec des rochers. Ils n'abordent pas les navires. Ils les coulent, là, dans le port, et pendant que les hommes nagent vers l'étroite sortie, ils les harponnent hors de l'eau comme des poissons dans un tonneau. Onze navires, onze équipages, disparus en quelques minutes dans cette magnifique crique qui les abritait.
Ulysse tranche les amarres et rame comme si la mer était en feu, sans se retourner. Il avait quitté Troie avec 12 navires et des centaines d'hommes. Il quitte cette plage avec un navire. Un seul. Les Lestrygons n'ont pas de culte. Pas de temple. Ils apparaissent à peine dans l'art grec. Mais dans la comptabilité des morts de l'Odyssée, aucune créature n'en a tué davantage, plus vite, avec moins de mise en scène. Et la leçon coûte une flotte. Parfois, la chose la plus létale au monde est celle qui ressemble à un port sûr. Monstre sous-estimé. Massivement. Justice pour les Lestrygons. Puis vient un passage où Ulysse n'affronte pas un monstre. Il affronte les morts. Et c'est peut-être ce qui le change le plus. Circé l'y envoie, elle lui dit qu'il doit consulter le devin aveugle Tirésia pour connaître le chemin du retour vers Ithaque. Alors il navigue jusqu'aux confins du monde, au-delà du fleuve qui entoure la terre, là où le soleil ne brille jamais. Il creuse une fosse, verse le sang du sacrifice, et attend. Et les ombres viennent. Par foule. Elles se pressent vers le sang, car une gorgée les laisse parler et penser un instant. Il doit tenir toute cette cohue désespérée à distance avec son épée jusqu'à ce qu'arrive la seule ombre dont il a besoin. Tirésia boit et lui dit tout. Les vaches sacrées du soleil qu'il ne doit pas toucher, les prétendants qui cernent déjà sa maison, et la forme de sa propre mort douce, venue de la mer, dans la vieillesse, loin de la guerre. Mais d'abord, beaucoup de souffrance. Et puis la partie qui le brise. Sa mère vient au sang. Elle est morte pendant qu'il était à Troie et il ne le savait pas. Il essaie de l'étreindre. 3 fois. 3 fois elle lui glisse entre les bras comme de la fumée. C'est ainsi pour tous les morts, lui dit-elle. Les tendons ne tiennent plus les os. Nous ne sommes plus que cela à une ombre. Il parle à Agamemnon, assassiné par sa propre femme le jour de son retour de la même guerre, pas vraiment réconfortant, pour un homme qui rentre chez lui après cette même guerre. Et il parle à Achille, qui prononce la phrase qui survit à tout le monde. Il préférait être le dernier des esclaves parmi les vivants que roi sur tous les morts. À la fin, Ulysse fuit. La foule des morts devient trop dense, les cris du Tartare montent d'en bas, et soudain il a la terreur que la Gorgone ne lève son visage hors des ténèbres. Il court au navire. Il est descendu là non pour un trésor mais pour une information qui, comme le sait quiconque en a eu besoin, est la chose la plus chère qui soit. Mi-parcours, 4 monstres faits, 4 à venir, et le retournement est encore à venir. Si le classement te plaît, fais ce qu'il faut, laisse un like. Ça pousse vraiment cette vidéo devant plus de gens qui débattent des monstres grecs par passion, et ces gens-là sont les miens. Et abonne-toi, j'en chante sans arrêt, et je te promets que la seconde moitié contient le tourbillon, le cauchemar à 6 têtes, et mon choix controversé du pire monstre de tout le poème. Mais dis-moi maintenant, avant la révélation, lequel t'aurais-tu, jusqu'ici? La fleur qui te fait oublier ton foyer? Le porc cannibale? Sois sincère en commentaire, je les lis tous. Qu'on parle de moi, c'est tout mon métier. Bien. Retour à la mer. Oublie les femmes poissons. C'est une invention bien plus tardive, et franchement de régression. Dans l'original grec, les sirènes sont des visages de femmes sur des corps d'oiseaux, des créatures ailées sur une petite île, entourées des os et de la chair en décomposition de chaque marin qui s'est arrêté pour les écouter. Charmante Paliasen. Mais ce qui les rendait létales, ce n'était pas une jolie voix. C'était le contenu du chant. Les sirènes savaient tout. Elles chantaient la guerre de Troie à la perfection, chaque bataille, chaque héros, chaque instant que tu avais vécu. Elles chantaient ton passé, tes gloires, ce que tu avais perdu. Elles ne promettaient pas du plaisir. Elles promettaient la connaissance. Et pour des hommes qui avaient combattu 10 ans et tout perdu, entendre sa propre histoire chantée avec une précision absolue, c'est l'appât le plus irrésistible qui soit. Circé l'avait prévenu. Alors Ulysse bouche les oreilles des rameurs avec de la cire d'abeille, ils n'entendent rien et se fait attacher au mât, serré, avec un ordre strict. Quoi que je hurle, ne me détachez pas. Et il écoute. Le seul homme qui ait jamais entendu les sirènes et survécu. À l'instant où l'île apparaît, il hurle, il supplie, il ordonne à l'équipage de le libérer et l'équipage se contente de ramer plus fort, et 2 d'entre eux resserrent les cordes encore davantage. L'île reste derrière. Et personne n'a jamais su ce que les sirènes lui ont chanté. Il ne l'a jamais raconté. Aucun texte ne le consigne. Ce que ce chant disait, ce qui l'a rendu à ce point frénétique, c'est resté entre lui et le mât. Ce qui, si tu veux mon avis, est la chose la plus troublante de tout le poème. Parfois, le danger le plus létal n'est pas celui qui veut te dévorer. C'est celui qui te donne l'envie désespérée de t'arrêter, ici, et de ne plus jamais bouger. Si là. 6 têtes, 12 pattes pendantes, 3 rangées de dents dans chaque gueule, nichées dans une caverne au-dessus d'un détroit que tu es tout simplement obligé de franchir. Impossible de l'éviter sans foncer sur Charybde de l'autre côté, donc voilà la définition d'un menu catastrophique. Circé avait exposé le choix avec un calme glaçant. Serre vers Charybde, et tu peux perdre le navire entier. Serre vers Scylla, et tu perds 6 hommes un par tête, mais le navire s'en tire. Passe près de Scylla. Paie le péage. Et Ulysse prend une décision à laquelle je pense souvent, il ne le dit pas à l'équipage. Il sait que s'il les prévient, ils paniqueront et ne rameront pas droit. Alors il reste sur le pont en armure complète, 2 lances en main, fixant la falaise, attendant de voir descendre les têtes pour les combattre. Il ne les voit jamais.
Le temps qu'il passe à regarder en haut, exactement la brèche qu'il fallait à Scylla. Six Heads Descendant. 6 hommes sont arrachés à leur banc de rameurs. Il les voit soulever dans les airs, il les entend hurler son nom, il voit leurs bras tendus vers le navire tandis qu'on les emporte dans la caverne, là-haut. Il écrivit que ce fut la chose la plus pitoyable qu'il vit de tous ses voyages. Pas le Cyclope, pas les Lestrygons. Ça, parce qu'il les connaissait. C'étaient les siens. Et il n'y avait rien qu'il puisse faire. Il passa Scylla une deuxième fois, plus tard, seul, sur un radeau de débris. Les têtes ne descendirent pas. Parfois le monstre ne frappe que lorsqu'il y a quelque chose à gagner. Froid. Efficace. Je le respecte et je le déteste. Charybde n'est pas une créature avec une forme. C'est une force, un tourbillon qui, 3 fois par jour, engloutit la mer entière, entraîne littéralement l'océan vers le néant, et 3 fois le recrache en écume et en fureur. Et Ulysse l'a vainquie 2 fois, de 2 façons complètement différentes, et c'est pour ça que dans mon classement elle est plus haut qu'elle ne l'est sans doute dans le tien. Au premier passage, il prit le côté de Scylla le péage des 6 hommes et l'équipage rama en gardant le navire intact. Bon, survivable. La deuxième fois fut un cauchemar. Zeus avait déjà détruit le navire d'un coup de foudre après que l'équipage eut mangé les vaches sacrées du soleil, la seule chose qui leur était formellement interdite, et Ulysse était resté le seul en vie, accroché à la quille et au mât brisé, à la dérive pendant 9 jours. Au 10e, le courant le ramena droit dans le détroit. Et Charybde était ouverte. Le tourbillon était en bas, engloutissant la mer, et son petit radeau de débris fonçait droit dessus. Pas de navire, pas de rame. Rien qu'un figuier sauvage poussé sur la falaise au-dessus du gouffre. Alors Ulysse bondit, s'agrippe aux branches et reste suspendu comme une chauve-souris au-dessus du vide, pendu au-dessus du néant, tandis que les morceaux de son radeau sont aspirés sous ses pieds. Et il attend. Il se cramponne, tout simplement, et il attend. Et quand Charybde recrache enfin la mer, la quille, le mât il lâche prise, retombe sur les débris, rame de ses mains nues, et s'en sort. Il a survécu à la chose qui dévore l'océan. Une fois avec un navire et un équipage. Une fois avec un figuier et ses 2 mains. C'est le choix que je défendrai jusqu'au bout. Donc, Ulysse a survécu à un peuple fait d'oubli. À un géant engendré par le dieu de la mer en personne. Au pire massacre du poème. Au royaume des morts. À des créatures qui chantaient avec la connaissance de tout. À une horreur à 6 têtes. À un tourbillon qui engloutissait la mer. Et puis il est rentré chez lui. Et il a trouvé 108 hommes. Les prétendants ne sont pas des monstres au sens évident. Ce sont des nobles. Des guerriers. Des hommes avec des noms, des familles, des terres. Mais voici la liste de ce qu'ils ont fait pendant les années passées à attendre qu'Ulysse soit déclaré mort. Ils ont mangé ses troupeaux, bu son vin, occupé son palais, harcelé ses servantes, comploté pour tuer son fils, et forcé sa femme à en choisir un. Pendant des années. En toute impunité. Dans sa propre maison. Quand il rentra déguisé en mendiant, on l'insulta, on l'humilia, on lui jeta des objets dans sa propre salle. Personne ne savait que c'était lui. Il incaissa. Il observa. Il compta. Le plan était de Pénélope, l'exécution fut la sienne, l'épreuve de l'arc, les portes verrouillées, des hommes armés sans issue. Il tua le premier prétendant d'une flèche dans la gorge alors que l'homme levait sa coupe pour boire. Et il ne s'arrêta pas. Lui, son fils et 2 serviteurs fidèles. 4 contre plus de 100. Quand ce fut fini, la salle était un fleuve. Et voici le détail qui me donne toute ma thèse. Il a vaincu Scylla par une sombre résignation. Charybde par la patience. Il a résisté aux sirènes avec une corde et de la cire. Chaque chose inhumaine, il a surpassé par la pensée, par l'attente, par l'endurance. Les prétendants, il les a tués avec rage. Aucun plan de fuite, aucune négociation, aucune ruse, juste la fureur avalée pendant des années. Parce que Polyphème, Scylla, Charybde étaient ce qu'ils étaient. Des forces de la nature, des créatures d'un monde impossible. Ils ne pouvaient pas savoir. Mais les prétendants étaient des hommes. Ils savaient que cette salle appartenait à un autre. Ils savaient de qui était la femme, le fils, le bétail. Et ils sont restés quand même. Le seul monstre de toute l'Odyssée qu'Ulysse a tué sans hésiter, sans stratégie, sans une once de pitié, c'était l'humain. Je t'avais dit que je la défendrais. 20 ans. 8 types de menaces. L'oubli enveloppé dans une fleur. Un géant dont le père possède l'océan. Des cannibales qui effacent une flotte en quelques minutes. Le royaume des morts et tout ce qu'il avait à dire. Une voix qui savait tout ce que tu avais perdu. Un monstre qu'on ne voit jamais à temps. Une force qui engloutit la mer. Et les hommes qui ont pris ce qui était à toi pendant que tu avais le dos tourné. Il a survécu à tous. Non parce qu'il était invincible, mais parce qu'il a compris que chacun exigeait une chose différente. La vitesse avec les Lestrygons. La ruse avec le Cyclope. La discipline avec les sirènes. La pure patience avec Charybde. Et avec les prétendants, des années de rage retenues lâchées à l'instant exact. C'est le secret que le poème te racontait depuis le début. L'Odyssée n'est pas un catalogue de monstres. C'est un manuel sur la façon dont différents types de dangers exigent différents types de réponses. Et le plus létal, à chaque fois, est celui qu'on prend pour un port sûr. Alors dis-moi que j'ai tort.
Qui est en tête de ton classement, la fleur, le porc, le tourbillon ou les hommes? Laisse un like si le classement t'a plu, abonne-toi pour le prochain mythe et tranche pour moi en commentaire. Je serai là à lire. Je le suis toujours. Chanté par la muse. Coulé dans le bronze.